Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de 7 minutes pour convaincre. Nous recevons sur ce plateau ce soir un invité atypique. Vous ne le connaissez peut-être pas, mais vous allez le découvrir aujourd'hui. Il s'agit du professeur Christian Zeton. Il est hépato-gastro-entérologue. Avec lui, nous allons parler de son tout nouveau livre qu'il vient de mettre sur le marché, intitulé « Victoire sur le cancer », publié aux éditions Aphrodite. Bonsoir, docteur. Bonsoir, monsieur. Tout le plaisir est pour nous de vous recevoir sur ce plateau ce soir. Vous allez bien, j'espère? Oui, je vais très bien, merci. Alors, vous n'avez même d'ailleurs pas de raison de mal vous porter parce que vous êtes un médecin. Oui, ben, les médecins tombent aussi malades. Hein. Il y a beaucoup de médecins malades et même qui ont des maladies graves dont il faut se surveiller aussi. Alors, surtout, il faut dire qu'un homme en bonne santé est un malade qui s'ignore. C'est également ça. Alors, on nous allons dit tout simplement que voici entre mes mains le tout nouveau livre que vous venez de publier aux éditions Aphrodite, intitulé « Victoire sur le cancer ». C'est ça. Alors, on va tout simplement se poser la question, comment le médecin praticien est-il arrivé dans l'univers de l'écriture? Pourtant, on vous connaît comme étant un as de la manipulation des bistouris. Ben, c'est que quand on a un certain savoir, il faut penser à le transmettre. Et la façon de le transmettre, c'est d'abord l'enseignement. C'est pour ça que je soutiens beaucoup de facultés de médecine dans notre pays, et puis en Afrique, et puis un petit peu dans le monde, comme par exemple en Inde. Et aussi, la deuxième possibilité, c'est d'écrire, bien entendu. Et l'écriture a l'avantage de pouvoir s'adresser également au grand public. Et en particulier, ce livre est ouvert au grand public puisqu'il s'agit d'atteindre cette cible et de rappeler des choses à nos collègues médecins. Alors, pour reprendre les propos de Jules Renard, écrire est une manière de parler sans être interrompu. Exactement. Ce qui veut dire, d'une manière aussi simple que vous écrivez parce qu'il faudrait consigner les pensées, parce qu'il faudrait consigner les connaissances, de telle enseigne que celles-ci soient valables pour la postérité. Exactement. Alors, pour fixer maintenant nos nombreux téléspectateurs qui nous regardent à travers le monde entier sur ce programme 7 minutes pour convaincre sur Afrique Info Télévision, j'aimerais également vous poser la question de savoir, puisque bien de personnes s'interrogent actuellement en nous regardant, qu'est-ce qu'on entend par hépato-gastro-entérologie? Ben, la définition est dans l'intitulé que vous venez de prononcer, dont ce sont des docteurs en médecine d'abord, qui se sont spécialisés dans le domaine de l'appareil digestif. Alors l'appareil digestif comporte le foie, c'est pour ça qu'on dit hépato, dont il s'occupe du foie, et puis gastro-entérologue, c'est-à-dire le reste du tube digestif, l'œsophage, l'estomac, le pancréas, l'intestin grêle, le côlon, et la région anale, qui est aussi très importante dans cette pathologie gastro-entérologique. Voilà en résumé ce que veut dire hépato-gastro-entérologue. D'accord. Nous allons revenir un peu plus amplement, mesdames et messieurs, sur ces différents concepts afin de pouvoir mieux vous outiller à la maison pour que vous ne puissiez plus vous interroger de temps en temps sur ces différentes maladies que nous allons aborder sur ce plateau. Alors, nous allons également dire que toutes ces connaissances-là sont concentrées en vous, docteur. Oui, je crois, enfin j'espère. Alors, vous avez dédicacé il y a quelques jours ce livre intitulé « Victoire sur le cancer », préfacé par le professeur Élie-Claude Ndam Jitoya, qui est également un éminent professeur comme vous, et postfacé par le professeur Albert Mouel-Nsonnet. Alors, de par la couleur de cette couverture qui est verte, est-ce que l'on a le sentiment de dire ici que on est en chemin vers la victoire, ou alors la victoire est déjà en poche contre le cancer? Oui, ce vers est un vers d'espoir qui veut dire qu'il y a de bonnes choses qui peuvent s'annoncer si on respecte ce qui est indiqué dans ce livre en termes de prévention et de dépistage. Et donc, dans le but de découvrir ces maladies suffisamment tôt pour pouvoir les soigner, ou alors anticiper et trouver des gens sains qui n'ont rien du tout et chez lesquels il faut juste surveiller pour prévenir l'arrivée du cancer. Et puis également, nous insistons beaucoup là-dessus, trouver ce qu'on appelle des lésions précancéreuses. Il y a un certain nombre de maladies qui annoncent le cancer, et si on peut tomber sur ces lésions précancéreuses,
ben, en les éliminant, on évitera aux malades le cancer, mais à partir de là, il y a des règles absolues qu'il faut observer, c'est-à-dire une surveillance régulière. Et en réunissant tout cela, ben, je crois qu'on peut arriver à avoir de l'espoir sur la victoire sur le cancer. Ça veut dire qu'à l'intérieur, nous avons un concentré de techniques, de pratiques, de théories pour pouvoir vaincre le cancer. Doit-on dire que c'est la recette magique pour pouvoir vaincre le cancer? Non, ce n'est pas une recette magique, c'est une recette logique. Il était seulement question de rappeler cela aux gens et puis, bien sûr, informer ceux qui ne le savent pas que voilà certains préceptes qui peuvent nous permettre d'éviter le cancer ou bien de le soigner. Donc, le soigner si on y arrive suffisamment tôt, parce que malheureusement, nous arrivons souvent trop tard chez les malades cancéreux et on ne peut faire que des soins palliatifs pour les accompagner. Donc nous espérons qu'on va inverser cette tendance et avoir des gens soit sains, chez lesquels on va continuer à les maintenir en bonne santé par des examens périodiques, ou alors des gens qui ont commencé la maladie, mais sous forme de lésions précancéreuses, comme je disais tout à l'heure, qu'on peut éradiquer facilement en matière de tubes digestifs. Il s'agit surtout de ce qu'on appelle des polypes, qui peuvent être dans l'estomac ou dans le côlon. Alors quand on les dépiste en endoscopie, ben on les éradique et puis on surveille le malade et ceux-là n'iront pas vers le cancer. Ou alors, au pire, trouver des cancers au tout début, c'est-à-dire les stades initiaux des cancers sont parfaitement curables, souvent par la chirurgie avec accompagnement de cancérologues qui vont faire de la chimiothérapie et de la radiothérapie, et donc on a beaucoup de succès. Nous avons corrigé 35 patients, mais il y en a beaucoup d'autres chez lesquels nous avons pu réussir à éradiquer le cancer. Il y en a qui ont un recul de 10 ans ou 15 ans, donc finalement on a gagné sur leur cancer. Donc nous espérons que la plupart de nos malades seront désormais des gens qu'on pourra sauver du cancer. Mais encore une fois, je me permets d'insister sur le fait que nous préférons les avoir avant qu'il y ait le cancer parce qu'on est beaucoup plus confortable pour les mettre à l'abri. D'accord. De manière générale, beaucoup de personnes meurent de cancer par manque de connaissances, par ignorance, parce qu'ils n'ont pas été sensibilisés. Alors il faut dire tout simplement que le livre Victoire sur le cancer est un concentré de connaissances y afférents. Voilà, c'est ça. Ils n'ont pas été sensibilisés, mais surtout ils ont été négligents. C'est-à-dire que les premiers symptômes, ils ont négligé ou bien ils sont allés chez des praticiens qui ne sont pas assez rigoureux et n'ont pas pensé à déclencher les investigations qui permettent de dépister ces cancers. Notamment pour ce qui nous concerne en maladie de l'appareil digestif, les endoscopies et les échographies qui nous permettent de dépister la plupart des choses qui commencent dans l'organisme et nous permettent d'être efficaces et de collaborer avec les cancérologues, les chirurgiens, etc. et pour arriver à ce nombre de succès que nous avons eu. Et encore une fois, il y a beaucoup de gens chez qui nous avons pu arriver à faire des choses. Et même s'il restait un seul malade chez lequel nous n'arrivons pas à faire, ben nous n'allons pas considérer que nous avons gagné. Il faudrait qu'on puisse guérir tous les malades du cancer. D'accord. Vous avez abordé dans votre argumentaire là, tout à l'heure un pan très important que nous allons évoquer dans la suite de notre entretien. Alors, Christian Leton, en parcourant ce livre de 326 pages, on se rend compte qu'à l'intérieur que vous avez énuméré 35 cas. Et ce sont des cas qui ont été traités. Alors, nous aimerions savoir, est-ce des patients, vos patients que vous avez suivis jusqu'à ce qu'ils ont été guéris? À l'intérieur maintenant, nous aimerions également savoir quelle a été votre plus grosse expérience dans ces différents cas. Alors, il s'agit bien entendu de mes malades. Les noms ont été transformés, mais c'est des cas réels. Et nous avons choisi de mettre des images réelles de cancer pour dire aux gens qu'il ne s'agit pas d'une plaisanterie, mais que c'est du sérieux, c'est la vie réelle, c'est-à-dire que c'est ce que nous voyons quotidiennement, pour que les populations soient sensibilisées. Et à partir de là, si elles sont sensibilisées, je pense qu'elles vont bien comprendre le message et tout cela. Donc il s'agit de 35 malades qui ont eu des cancers, que nous avons pu guérir, et je vous ai dit tout à l'heure qu'il y en a plusieurs qui ont un recul de plus de 10 ans, 15 ans, et donc je pense qu'ils auront plus de problèmes avec les cancers que nous avons soignés. Et puis les autres qui sont en des lésions précancéreuses n'ont pas été rapportés, mais je pense que le fait d'insister sur les malades qui ont été guéris, c'est pour donner de l'espoir aux gens, pour leur dire que même quand il y a déjà le cancer,
on peut encore réussir à les soigner. Et donc, le message qui doit transparaître à la fin de cela, c'est de dire que nous aimerions avoir les malades tôt, c'est-à-dire dans les stades que nous avons énumérés dans les 35 cas, afin de pouvoir les guérir. Alors, il y a certains cas qui étaient un petit peu avancés, on a quand même pu les guérir, mais c'est un peu risqué de faire des diagnostics à ces stades-là, parce que souvent, on va perdre le malade. D'accord. Et si on parlait un peu du premier cas qui est illustré dans cette œuvre, celui de Léonie. Oui. À quel moment est-ce qu'elle est arrivée chez vous? Elle était déjà atteinte? Ça avait atteint un stade clinique? Ça avait atteint la phase terminale? À quel niveau ça s'est situé? Et quelles ont été les dispositions qui ont été prises à votre niveau de telle enseigne que celle-ci soit mise à l'écart de cette maladie? Ben, ce cas n'est pas très compliqué puisqu'il s'agit de quelqu'un qui venait comme d'habitude pour le mal d'estomac dont on parle dehors, hein, c'est-à-dire que souvent ce mal d'estomac en réalité se traduit par une gastrite ou un petit ulcère, et dans son cas l'ulcère nous a paru peut-être un petit peu pas très bien, pas comme d'habitude, mais réellement on aurait pu ne pas insister. Mais ce jour-là, on a réalisé des biopsies sur cet ulcère et il s'est avéré que c'était un début de cancer. Et à ce moment-là, bien sûr, c'est le stade royal pour réussir à éradiquer la maladie, parce que à partir de ce moment-là, on a décidé de faire opérer parce que il n'y avait pas d'envahissement dans les autres organes, et donc on a réussi à faire ce qu'on appelle une gastrectomie, parce que quand il y a le cancer, il faut couper assez large. On passe toujours par la chirurgie. On a fait une gastrectomie totale, c'est-à-dire on a enlevé tout son estomac et puis ensuite on a fait de la chimiothérapie. Vous avez retiré son estomac? Retirer son estomac, ça se fait, c'est la technique qui est appliquée pour les cancers d'estomac. On fait une gastrectomie totale. Alors les chirurgiens ont la manière qu'il faut pour reconstituer un espèce de nouvel estomac à partir des intestins. Et donc ça fait une poche qui va servir d'estomac après, et ça se passe très bien. Il y a beaucoup de malades dans la rue qui ont des nouveaux estomacs qui peuvent s'adapter très rapidement et leur permettre de s'alimenter comme tout le monde. Bien entendu, il faut y aller progressivement et l'organisme est extraordinaire, il s'adapte au bout de quelques années. Ce sont des malades qui vont manger du taro, du condré, tout ce que vous voulez, normalement comme tout le monde, mais pas les premiers jours, bien entendu. D'accord. Et ensuite, ça s'est tellement bien passé que elle a continué sa vie et puis elle a refait une grossesse et tout s'est très bien passé. Et jusqu'à présent, il n'y a pas de problème. Bien entendu, dans les premières années, nous l'avons surveillée régulièrement par des endoscopies et des examens biologiques, notamment les marqueurs tumoraux que nous connaissons. Et tout s'est bien passé. Et bon, là, maintenant, on a un recul de plus de 15 ans, je pense que plus de 15 ans déjà. Et c'est à partir de ce cas que j'ai dit que voilà un succès, voilà une victoire sur le cancer. Et c'est de là qu'est partie l'idée de faire cet ouvrage pour dire que il faut donner de l'espoir aux gens et dire que les choses sont réalisables. Alors, il y a cette autre question que j'aimerais poser. Est-ce que les complications des maladies telles que le cancer, l'hépatique et bien d'autres qui sont peut-être en interne sont liées parfois à l'âge de la patiente? Parce que je parle ici du cas numéro 2 qui est mentionné dans le livre de Madame Marie. Oui, on sait que les cancers... je rappelle qu'elle a 51 ans. Elle avait 51 ans quand vous la receviez. Voilà, on sait en général que les cancers, la fréquence des cancers augmente avec l'âge. C'est-à-dire qu'il y a plus vous vieillissez, plus vous avez des risques d'avoir le cancer. On sait par exemple que pour le cancer du côlon, la surveillance doit se faire à partir de 40 ans, 50 ans, parce que là, vous avez de réels risques d'avoir un cancer. Donc ça, c'est quelque chose qui est bien connu. Bien sûr, il faut insister sur la particularité africaine, parce qu'en Afrique, nous avons des cancers du côlon chez le sujet jeune. Ça, c'est un peu particulier à l'Afrique, donc ça fait un petit peu difficile de pouvoir décider que quelqu'un qui a moins de 40 ans, il faut le dépister, mais je crois que nous comptons sur un peu la chance et le flair pour dépister les jeunes. Mais généralement, après 40 ans, il faut avoir tendance à recommander une coloscopie et une fibroscopie systématique chez les malades, et de plus en plus, nous avons des gens qui viennent nous voir pour une coloscopie ou une fibroscopie systématique alors qu'ils se plaignent de rien. Et de temps en temps, on trouve beaucoup de polypes qui sont des lésions précancéreuses, encore une fois, et on va les enlever et surveiller ces malades et ils vont passer à travers, ils n'auront jamais de cancer. D'accord.
Christian Zeton, nous sommes dans une société aujourd'hui où certaines maladies ont tendance à être catégorisées. Alors, j'aimerais que vous me disiez sur ce plateau, est-ce que avoir le cancer est une fatalité? Pas du tout. Je pense qu'il ne faut pas se décourager. Je pense que le langage que nous devons avoir vis-à-vis de nos populations, c'est de dire que avoir un cancer n'est pas synonyme de mort, bien entendu, comme il est classique de penser. Et c'est pour ça que je pense que l'ouvrage que je mets là permet d'avoir ce genre d'espoir et dire qu'il y a des choses qui sont réalisables. Et bien sûr, nous revenons sur les conditions pour que les choses soient réalisables. C'est le diagnostic précoce, Oui. au pire, donc diagnostic précoce, et au mieux, de dépister les gens avant que le cancer n'arrive, c'est-à-dire les lésions précancéreuses ou bien des malades qui n'ont rien du tout, chez lesquels on va essayer de les surveiller et de répéter des examens. Nous avons des rythmes de répétition des examens qui sont bien connus. Alors on fait une colonoscopie aujourd'hui systématique et vous n'avez rien, mais on va vous dire que la prochaine colonoscopie systématique, c'est-à-dire sans attendre de symptômes, ça sera dans 3, 4 ans ou 5 ans. Oui. Et on sait que vous êtes quand même dans une période de sécurité, etc. Je pense qu'il faut profiter pour insister sur le fait que quand vous avez un parent qui a eu un cancer du côlon, par exemple, ou n'importe quel cancer, Oui. en particulier le côlon, votre risque à vous est multiplié par 3. C'est dire que quand vous dépistez un cancer du côlon chez un malade, il faut demander à la famille, c'est-à-dire tous les descendants et les collatéraux, c'est-à-dire les frères et sœurs, de faire une colonoscopie systématique. Et souvent, chez ces gens-là, on va... Ça veut dire que c'est héréditaire. C'est héréditaire. On va trouver des polypes, on va les éradiquer, et puis on va les inscrire dans un programme de surveillance. Et il y a un rythme de surveillance qui est bien connu, et si vous appliquez ça, j'insiste sur le fait que vous passerez à travers le cancer et vous ne l'aurez pas. D'accord. Dans ce billet, j'aimerais plutôt dire que nous avons choisi un cas très particulier qui est monnaie courante dans nos sociétés, et particulièrement au Cameroun, le cancer du col de l'utérus chez les femmes. Alors, j'aimerais bien poser la question de savoir, Christian Zeton, à quoi est liée, ou alors à quoi est due cette maladie et quelles peuvent être les dispositions nécessaires qui devraient être prises pour éviter à toutes les femmes, ou alors aux femmes, cette maladie, quand on sait quelles sont les complications qui peuvent arriver après qu'elles ont contracté cela? Alors là, je vais répondre comme médecin généraliste, parce que ça, c'est le domaine des gynécologues et des obstétriciens. Il faut simplement leur dire qu'il faut se surveiller, il faut faire des frottis de dépistage régulièrement, surtout à partir d'un certain âge. Et puis des règles d'hygiène, on sait qu'il y a certaines maladies virales qui peuvent prédisposer au cancer du col et tout ça. Et à partir de cela, les gynécologues ont la détermination de pouvoir lutter contre ce cancer du col en faisant cette prévention. Il faut simplement que les populations adhèrent à ce rythme de prévention. Et c'est tout. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Alors, vous avez parlé tout à l'heure d'endoscopie et d'autres formes de médecine poussée pour pouvoir prévenir ces genres de maladies. Et je dirais tout simplement que l'adoption de nouvelles technologies ouvre de belles perspectives d'amélioration de la médecine préventive et d'accès aux soins aux Africains, et même particulièrement aux Camerounais. Puisque nous parlons du cancer, le taux de prévalence est situé aujourd'hui entre 10 et 20% en Afrique. Quel est le rôle que jouent aujourd'hui les nouvelles technologies dans le traitement des pathologies, particulièrement le cancer, dont vous évoquez dans votre livre? Il faut dire que dans l'ensemble, la médecine a énormément évolué. Et malheureusement, cette grande évolution est synonyme de coût qui monte. Parce que c'est la science qui s'intègre à la médecine et permet cette évolution. Mais sinon, en dehors de ce problème financier qui est énorme pour nos pays qui sont plutôt pauvres, la réalité des possibilités de dépistage est énorme. Donc, par exemple, vous voyez qu'en gastro-entérologie, les techniques d'endoscopie nous permettent de dépister parce qu'on voit dans le côlon comme si on y était et on peut faire des biopsies, on peut faire des prélèvements, on peut faire des colorations vitales pour détecter quelles sont les zones qui semblent anormales et des biopsies, etc. Alors qu'avant, on n'était pas capable de faire cela. Pour dépister les polypes dont je vous parle tout à l'heure, qui sont des lésions précancéreuses, on était obligé d'ouvrir le ventre et d'ouvrir l'intestin pour aller retrouver ce polype et l'enlever. Or aujourd'hui en endoscopie, on peut l'enlever en sans aucun problème et l'analyser. Alors vous voyez, c'est des évolutions extraordinaires.
Et puis il y a des systèmes d'analyse qui nous permettent de faire des marquages cytochimiques qui nous permettent de déterminer où on est, quel est le type de lésion que nous avons. Et ceci va déboucher sur les possibilités de traitement. Vous savez que l'informatique, l'intelligence artificielle est également extrêmement utilisée dans la médecine et ça permet de tracer les karyotypes, etc., qui permettent de cibler les chimiothérapies qu'on va adapter à tel ou tel type de cancer. C'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle les thérapies ciblées qui sont utilisées en cancérologie et c'est beaucoup plus efficace que de tâtonner et de mettre des médicaments de chimiothérapie qui sont polyvalentes. Donc on cible mieux les cellules qu'on a trouvées dans les prélèvements et on est plus efficace. D'accord. Donc il y a ainsi un certain nombre d'examens, ne parlons pas des scanners, des IRM qui nous permettent des choses, même des échographies. Il y a, par ordre d'importance, il y a l'échographie d'abord qui est la base, ensuite il y a le scanner et puis l'IRM qui sont des compléments qui nous permettent d'affiner les diagnostics et de chercher les métastases. Parce que métastase, ça veut dire les localisations secondaires d'une tumeur. Vous avez un cancer du côlon qui va secondairement se localiser dans le foie, dans le poumon, dans le cerveau, dans les os. Et donc, c'est important de le savoir. Et c'est le scanner, l'IRM, qui nous permet de voir cela. Parce que si quelqu'un a un cancer du côlon et qu'il a des métastases partout, bon, les risques de succès sont moins élevés. C'est pour ça que je réinsiste sur le fait que nous aimerions avoir les malades à des stades précoces, parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas de métastase, il suffit de traiter la tumeur cible et on a gagné. Il y a cette possibilité également de tabler sur son espérance. Voilà. Justement, alors, puisque vous évoquez le pan de la technomédecine, alors, on aimerait bien savoir, sur le plan également du traitement du cancer, de l'hépatite et bien d'autres maladies qu'on s'ancre dans ce domaine, est-ce qu'il est donné à n'importe quel médecin aujourd'hui de pouvoir manipuler ces appareils? Est-ce que vous, dans votre domaine, vous êtes déjà arrangé à ce que cela puisse être et d'évoluer à bien d'autres personnes pour que celles-ci puissent sauver bien de personnes? Ben, c'est des technologies extrêmement spécialisées. Je pense que, par exemple, l'endoscopie ne peut être utilisée que par des gastro-entérologues et certains chirurgiens. Et la solution, c'est de multiplier le nombre de spécialistes, tout simplement. Et dans notre pays, ben, il commence à y avoir un nombre suffisant, mais ça n'est pas satisfaisant totalement. Quand nous sommes rentrés d'Europe, on était 3 ou 4 gastro-entérologues pour tout le Cameroun. Ben aujourd'hui, on est plus de 60. Qui, par exemple, donc ça commence à être intéressant. Et le seul problème actuel, c'est la concentration de ces gastro-entérologues à Yaoundé et à Douala. Mais l'État est en train de faire des efforts parce qu'on a commencé à affecter pas mal de gastro-entérologues dans l'arrière-pays. Donc il y a ainsi des gastro-entérologues dans le nord, à Bafoussam, à Sambédima, à Belova, et puis à Bamenda, et je crois qu'il y en a un à Boya. Bref, petit à petit, je crois que le gouvernement va essayer d'améliorer la répartition géographique des gastro-entérologues. Et comme nous commençons à en former sur place au Cameroun, il y a un centre de formation de spécialistes de gastro-entérologie à Yaoundé, de l'université de Yaoundé 1, et je crois qu'à partir de cette année, on va commencer à en former aussi à l'université de Douala. Donc je crois qu'on va étoffer encore plus le nombre de gastro-entérologues, et tous ces spécialistes sont tous formés, en tout cas nous nous acharnons à les former dans le domaine de l'endoscopie et dans le domaine de l'échographie. Ça fait déjà 2 techniques qui permettent de maîtriser la plupart de ces cancers digestifs et ne faire appel aux radiologues pour le scanner et l'IRM que pour le bilan d'extension. Donc je pense que c'est ça. C'est pas la peine de permettre à plusieurs personnes de pouvoir faire l'endoscopie parce qu'il faut savoir un peu ce qu'on s'en va explorer, ce qu'on risque de trouver, et comme ça le diagnostic sera plus utile. Et à partir de là, vous allez faire des biopsies et on va arriver au diagnostic. Donc je crois que dans les prochaines années, on peut espérer que tout le Cameroun sera couvert par des spécialistes de haut niveau. En tout cas, nous nous engageons à les former au mieux pour qu'ils soient tout aussi compétents que les gastro-entérologues dans le monde entier, parce que la gastro-entérologie camerounaise a quand même une place importante dans le monde. Donc, dans ce cas, il faut privilégier la qualité en lieu et place de la quantité pour pouvoir satisfaire. Je crois qu'il faut les deux, parce que dans un pays qui va bientôt atteindre 30 millions d'habitants, il faut aussi la quantité. Mais cette quantité doit être couplée à la qualité. Je crois qu'il faut retenir les deux.
La qualité doit assister à la quantité. Voilà, c'est ça. Donc il suffit que nous formions très bien nos gastro-entérologues et comme il y a plusieurs centres de formation, plus ceux qui viennent de l'étranger, ben, je crois que ça sera satisfaisant et ils pourront nous aider à gagner sur le cancer. D'accord. Je le disais dans le tome, Christian Toton, vous êtes spécialiste des hépatites. Dites-nous, quel est le lien qu'il y a entre une pathologie à hépatite et le cancer? Alors ça, c'est un aspect particulier des cancers, c'est que les hépatites virales, surtout certaines hépatites virales comme l'hépatite B et l'hépatite C, vont créer des altérations dans le foie qui vont évoluer vers une cirrhose du foie et puis, secondairement, un cancer du foie. Voilà la relation qu'il y a entre hépatite et cancer. Donc il faut savoir que dans nos pays, la plupart de nos cancers et de nos cirrhoses proviennent des hépatites B et des hépatites C. Parce que, entre parenthèses, l'hépatite A et puis les autres n'évoluent pas vers la cirrhose. Il y a l'hépatite D qui est une hépatite particulière qui ne touche que les gens qui ont déjà une hépatite B. Donc on met ça dans le paquet des hépatites B. Alors il faut savoir que c'est la majorité des cirrhoses et des cancers dans notre pays et en Afrique en général. Et parce que les autres causes de cirrhose, c'est l'alcool, c'est les syndromes métaboliques, c'est-à-dire l'obésité, les foies qui sont devenus très gras, etc. Mais la grande majorité, pour l'instant, dans nos pays, c'est les hépatites virales. C'est pour ça qu'en luttant contre les hépatites virales, on va lutter contre la plupart des cancers du foie dans notre pays. C'est le seul lien qu'il y a entre les hépatites et le cancer. Alors, l'hépatite B a toujours été considérée comme très dangereux. Pourquoi? À quoi est-il lié? Il est dû à quoi? Ben, je pense qu'il n'y a pas que l'hépatite B qui soit dangereuse. Les deux hépatites B et C, alors B et plus ou moins D, et puis l'hépatite C, oui. Les deux sont dangereuses. C'est simplement qu'il y a plus d'hépatite B dans nos pays. Le taux de prévalence au Cameroun est de l'ordre de 12%, avec des variations régionales. Il y a des zones où la prévalence peut atteindre 20%, alors que l'hépatite C, c'est à moins de 2%. Donc voilà la première différence. Mais les deux vont évoluer vers la cirrhose. Enfin, il y a la possibilité d'évoluer vers la cirrhose et le cancer du foie. Alors l'avantage que nous avons ces dernières années, c'est que pour l'hépatite C, il y a un traitement qui est un traitement curatif. C'est-à-dire vous donnez le traitement aux malades, il n'y a plus d'hépatite C. Alors que pour l'hépatite B, nous n'avons pas encore un traitement de guérison. Nous essayons de surveiller les malades et essayer d'empêcher l'évolution vers la cirrhose et en les revoyant tous les ans pour refaire des examens, etc. Et quand il y a un problème et que ça a tendance à évoluer, on les met sous des médicaments comme ce qu'on appelle le tenofovir qui va freiner l'évolution vers la cirrhose et le cancer. Mais il n'y a pas un médicament que nous pouvons donner aux malades et il n'y a plus d'hépatite B pour l'instant. Il y a aussi l'interféron qu'on utilise dans certains cas, surtout quand il y a l'hépatite D en même temps et tout ça. Mais là aussi, il y a des espoirs parce que la recherche scientifique mondiale est en train de nous promettre des médicaments qui vont pouvoir guérir l'hépatite B. Il y a beaucoup d'évolutions. Et il y a une quinzaine de projets de candidats médicaments. Et les gens n'en mourront plus assez. Et ils n'en mourront plus. Donc je crois que d'ici quelques années, parce que c'était la même chose pour l'hépatite C, on n'avait pas de traitement et maintenant on a. Je pense que d'ici quelques années, on aura aussi une association thérapeutique ou plusieurs associations thérapeutiques qui vont pouvoir permettre d'éliminer l'hépatite B. Alors l'hépatite B, l'autre importance, c'est qu'il y a une transmission possible à la naissance. Et ça, c'est très mauvais parce que quand le bébé attrape l'hépatite à la naissance, ben, il va évoluer très mal. Dans 90% des cas, vers l'âge de 20 ans, il aura une cirrhose et tout ça. Donc vous voyez, nous mettons un paquet dans la lutte contre la transmission, on appelle ça la prévention de la transmission mère et enfant, PTME, c'est-à-dire que des règles qui permettent que l'enfant ne risque pas d'attraper l'hépatite B à la naissance. La transmission de l'hépatite C à la naissance, c'est plus rare, c'est surtout l'hépatite B. Or, je vous ai dit 12%, donc si on met le paquet, on va éliminer ces risques en diminuant la prévalence de l'hépatite B. Et il y a quelque chose d'important dans la PTME, mais aussi dans tous les gens, la prévention peut passer par la vaccination. Il y a un vaccin contre l'hépatite B et nous sommes en train de penser qu'on va proposer même aux femmes en âge de procréer de se vacciner contre l'hépatite B, comme ça quand elles seront enceintes, on ne pourra plus courir pour dire qu'on va prévenir la transmission, elles sont immunisées, donc il n'y a plus de risque d'hépatite B.
D'accord. Parmi les cancers les plus fréquents, professeur, l'on peut citer entre autres les cancers du sang, du col de l'utérus, de la prostate et de l'estomac. Quel peut être cependant le pourcentage de guérison par rapport au cancer de l'œsophage et du rein? Bon, vous posez une question difficile parce que moi je suis gastro-entérologue, je connais tout ce qui concerne les cancers du tube digestif. Les autres, Oui. bon, on a quelques notions, mais c'est pas précis. Je pense qu'il faut demander aux spécialistes du domaine. Oui. Je vous ai entendu parler de l'œsophage et de l'estomac. Je crois que on peut simplifier la réponse en disant que c'est encore la même chose que je disais tout à l'heure. Si on les trouve tôt, on va pouvoir les éradiquer. Dans les malades que j'ai proposés, vous avez 2 cas, je crois, de cancer de l'œsophage qu'on a pu guérir, et ils sont toujours vivants, etc. Donc vous voyez. Et puis au niveau du cancer de l'estomac, il y a plusieurs cas qu'on a pu soigner, et je reviens sur la nécessité d'enlever la totalité de l'estomac pour être efficace, et de faire de la chimiothérapie, et peut-être un peu de radiothérapie. Mais là aussi, il ne faut pas arriver quand tout l'estomac est envahi, parce que à ce moment-là, les risques de succès sont très réduits, pour ne pas dire inexistants. Donc, en termes de fréquence, on ne peut pas vous dire les statistiques, bon, on les connaît, mais on peut résumer en disant que c'est encore une fois la nécessité de diagnostic précoce. Oui. Tout simplement. D'accord. Alors, le ministère camerounais de la Santé a mis sur pied un programme, le couverture santé universelle. Le spécialiste des maladies cancéreuses que vous êtes, est-ce que vous pouvez nous dire s'il est possible dans nos hôpitaux au Cameroun pour un patient de pouvoir bénéficier des soins tant sur le plan financier que sur le plan du plateau technique? Est-ce que les plateaux techniques des hôpitaux camerounais sont assez fournis pour pouvoir soigner ces maladies, précisément les plateaux techniques des hôpitaux publics? Alors, sur le plan de la possibilité d'avoir les médicaments par rapport à la couverture sanitaire qui est prévue, on n'est qu'au début. Je pense que pour l'instant, on n'a pas implémenté la totalité de ces possibilités-là. Donc, pour l'instant, le traitement des cancers reste très cher, que ce soit dans le public ou dans le privé. Donc, c'est ça qu'il faut. Il faudrait que cette couverture puisse se mettre en place et soit effective pour que les gens puissent bénéficier de certaines gratuités. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ce qui fait que la prise en charge des cancers reste chère. Sur le plan du plateau technique, je crois que l'État fait d'énormes efforts parce que beaucoup de nos grands centres hospitaliers sont équipés d'endoscopes, d'échographes, de scanners et d'IRM, donc c'est déjà des choses à féliciter et à encourager. Et puis le secteur privé est aussi très équipé en matière d'endoscopie et d'échographie. Et je pense que la population peut en profiter. Le seul problème, c'est les coûts. Parce que les coûts sont un petit peu dissuasifs et beaucoup de malades peuvent ne pas arriver à supporter ces coûts-là. Que ce soit à l'État ou bien dans le privé. Donc je pense que cette couverture médicale universelle serait la bienvenue pour réduire ces coûts. Et je pense que l'État va faire des efforts pour que le coût des examens de surveillance soit plus élevé. Par exemple, quand nous avons un malade, je vous ai dit tout à l'heure que les malades qui ont une hépatite B ou une hépatite C, plus l'hépatite B, puisque je vous ai dit que pour l'hépatite C, on peut les guérir. Quand nous avons un malade d'hépatite C, l'objectif c'est de le guérir, c'est de le mettre sous traitement et de le guérir. Oui. C'est plus l'hépatite B qui va nous poser des problèmes parce qu'il faut les surveiller pour éviter le cancer. Donc on les revoit tous les 6 mois ou tous les ans. Et il y a une batterie d'examens à faire qui coûte très cher. Transaminase, tous ces examens biologiques et une échographie, mais c'est la condition pour être capable de prévenir l'évolution vers la cirrhose. Et à chaque fois, il faut beaucoup d'argent pour faire ces contrôles, et de temps en temps, le malade est essoufflé et ne peut plus faire, et malheureusement, il va échapper à notre surveillance, et puis on va le retrouver avec un cancer du foie. Donc vous voyez, il y a un gros travail à faire. Moi, je pense que les pouvoirs publics, nous sommes assez en collaboration avec le ministère de la Santé. Nous, au sein de ce qu'on appelle la Société camerounaise de gastro-entérologie, on collabore énormément avec le ministère et notre langage est toujours le même, essayer d'améliorer les choses, et on leur donne des pistes pour trouver des appareils qui font des examens et que le prix de revient soit moins cher. Par exemple, il y a un appareil qu'on appelle le GenExpert, qui est un appareil qui fait des examens biologiques, des charges virales, qui a l'avantage de pouvoir faire les charges virales même du VIH, etc. Donc vous voyez, ça permet de réduire les coûts des examens et les malades pourront plus facilement
faire tout ce qu'on leur demande dans le cadre de la surveillance, et puis ça sera mieux pour eux. D'accord. Alors, Christian Zeton, vous êtes un hépato-gastro-entérologue qui avait fait presque le monde, il faut le dire, du Cameroun en passant par l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest jusqu'à l'Europe. Vous avez véritablement fait le tour des circuits de votre domaine de prédilection. Alors, la question que j'aimerais également vous poser maintenant, c'est de savoir quelle est la place qu'occupe la médecine traditionnelle dans le traitement de ces différentes maladies, notamment le cancer et l'hépatite. Alors, malheureusement, la réponse ne sera pas bonne parce que c'est des domaines où nous n'avons pour l'instant pas de preuve de l'efficacité de la médecine traditionnelle. Parce que la plupart des malades que nous recevons tardivement, c'est des malades qui ont traîné chez les guérisseurs et les tradipraticiens, qui promettent monts et merveilles et finalement ils ne font rien du tout et au contraire ils retardent le diagnostic. Par contre, nous pensons qu'il doit exister des plantes médicinales. On a tellement de plantes médicinales en Afrique et en particulier au Cameroun. Il doit en avoir qui ont des pouvoirs anticancéreux, ça doit être tout à fait possible. Il faudrait que la recherche scientifique nous aide à les identifier. Le problème dans la médecine traditionnelle, c'est qu'il y a des tradipraticiens qui ont hérité de leurs parents et qui maîtrisent les choses, oui. Et puis d'autres qui sont des charlatans, qui racontent n'importe quoi et puis ça ne va pas. Mais même ceux qui ont reçu de leurs parents, ils ne nous ont pas encore prouvé qu'ils ont des choses qui peuvent agir en matière de cancer. Et nous n'avons que des expériences négatives, puisque je vous dis, nous recevons beaucoup de malades qui sont arrivés tardivement parce qu'ils ont passé 1 an, 2 ans chez les guérisseurs qui ont promis monts et merveilles, et puis ça n'a rien donné. Donc voilà. C'est un appel que je fais au niveau du ministère de la Recherche scientifique. Tous les chercheurs qui sont là-bas doivent pouvoir nous aider à identifier les principes actifs de nos plantes médicinales, et pas seulement dans le domaine de la cancérologie, mais dans le domaine du mal d'estomac, du diabète et tout ça. Il y a des choses qui sont possibles, et il y en a même qui sont déjà élaborées et qui peuvent se mettre sur le marché. Par exemple, le traitement de choses comme le mal d'estomac, qui est l'ulcère, etc. Oui. On a eu certaines de nos facultés de médecine qui ont expertisé, qui ont des branches de pharmacie, oui. Qui ont expertisé certains médicaments qui ont prouvé leur efficacité. On en a même fait des thèses. Mais en matière de cancer, je crois qu'il n'y a pas grand-chose pour l'instant. D'accord. Je vais m'ajouter à votre pouvoir pour dire que le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation, porté de main de fer par Madame Madeleine Tuenté, devrait s'asseoir sur ce sujet et réfléchir un peu plus amplement, pousser les recherches afin que la médecine traditionnelle aussi puisse s'adosser à la médecine conventionnelle et plus précisément la technomédecine qui fait des prouesses aujourd'hui. Alors, dans votre background, c'est un secret de polichinelle. Christian Zeton, vous êtes un proctologue. Oui, vous êtes un proctologue. Quels sont les différents types de maladies anales qui existent et à quoi sont-elles dues? Donc, il faut dire à vos téléspectateurs qu'un proctologue, c'est un gastro-entérologue qui est en plus spécialisé dans les maladies de l'anus et du rectum, et même du côlon un petit peu. Oui. Alors, les principales maladies au niveau de l'anus, par ordre de fréquence, c'est d'abord les hémorroïdes. Les hémorroïdes, c'est quelque chose d'un peu gênant et qui peut saigner et tout ça, mais ce n'est jamais un problème grave. Il y a des gens qui ont des hémorroïdes, quand ils vont à la selle, ça sort, et puis ils doivent remettre et tout ça, mais ça ne met pas en jeu leur vie. Et donc, moi je suis un proctologue médical et chirurgical, je les opère aussi, donc je dis toujours aux malades... Vous opérez aussi? J'opère toutes les maladies anales, et je dis souvent aux malades que la maladie hémorroïdaire, c'est pas grave, même si ça sort, c'est gênant pour vous, mais si ça vous gêne pas trop, on n'est pas obligé d'opérer. Donc, mais comme il faut remettre parfois au doigt et tout ça, ça les gêne beaucoup, on en vient à les opérer. Mais sinon, c'est la principale maladie anale que nous avons. Après, il y a les abcès. Sans vous couper, Christian Zeton, est-ce que cette maladie-là, à certains moments, vous n'avez pas le sentiment que certains patients sont complexés du genre, bien entendu, puisqu'on ne peut pas traiter ces maladies hémorroïdaires sans qu'on puisse baisser la culotte? Voilà, exactement, c'est le gros problème que nous rencontrons. Et nous espérons que de plus en plus, les gens vont se dire que c'est des maladies comme les autres et puis vont se laisser examiner. Nous avons quotidiennement de gros problèmes pour examiner la région anale. Et même beaucoup de médecins, malheureusement, dès que vous parlez de la région anale, ils n'examinent pas, ils vous mettent directement le traitement. Et de temps en temps, on passe au-dessus d'un cancer.
Le malade vient nous voir après avec un cancer de l'anus alors qu'il avait plusieurs médecins ou infirmiers qui ont donné des suppositoires et tout ça, et puis ça ne va pas. Donc il faut commencer à examiner le malade. Nous apprenons à nos étudiants en médecine à faire le toucher rectal et l'inspection de la marge anale qui permet de tas de diagnostics, etc. Donc je disais que la deuxième maladie au niveau de l'anus, c'est les abcès et les fistules. C'est-à-dire qu'il y a un abcès au niveau de l'anus qui va se percer ou pas se percer et qu'il faudra aussi opérer. Dès qu'il y a du pus, c'est la chirurgie. Il n'y a pas moyen de faire automatiquement. Et malheureusement, certains malades qui fuient la chirurgie, ben, ils traînent leurs abcès et quand ils vont venir en chirurgie, ça sera plus compliqué parce qu'il y aura beaucoup de ramifications, etc. Ensuite, il y a d'autres maladies comme comment dirais-je, les fissures, c'est-à-dire que les gens qui ont des selles très dures et qui en passant vont déchirer un petit peu l'anus, ça va donner ce qu'on appelle une fissure, c'est-à-dire une plaie de l'anus, qui souvent se soigne par des médicaments et des suppositoires, mais de temps en temps, quand ça devient chronique, il faut les opérer également. Et puis, malheureusement, il y a une autre maladie qui est le cancer de l'anus, qui est aussi assez fréquente, mais qu'on peut soigner, surtout au début, mais quand c'est très évolué, ben, ça pose un problème, parce que pour soigner le cancer de l'anus, il faut enlever tout l'anus et le rectum et mettre un anus iliaque, c'est-à-dire une poche sur le côté par lesquelles les selles vont sortir. Ça, c'est très mal vécu en Afrique. La plupart des malades que nous traitons comme ça se termine mal parce que psychologiquement, ils s'enfoncent, ils ne sortent plus de chez eux et ça se termine mal. Voilà en gros les maladies que nous avons au niveau de l'anus. Les autres sont plus rares, comme les corps étrangers, des choses comme ça. Chez l'enfant ou chez l'adulte, bon, on va juste les enlever et puis si ça n'a pas créé des dégâts, il n'y aura pas de problème. Donc insistons encore par rapport à notre ouvrage, qu'ici aussi, il y a le cancer de l'anus qui se soigne très bien et qui se soigne très bien si on est arrivé. Est-ce que parmi vos patients, il y a eu quelconque manifestation de cancer de l'anus? Oui. Ben, on a eu quelques-uns. Bon, en général, le pronostic est très mauvais parce que c'est des gens qui ont eu des traitements traditionnels, des recettes du quartier, etc. Et puis ils arrivent quand les délabrements sont énormes, etc. Ils ont pris des décoctions qui ont eu des effets secondaires. Les effets secondaires en termes de destruction des sphincters, etc. Et donc là, la solution chirurgicale est tellement lourde qu'on ne peut plus faire grand-chose. Et donc voilà, c'est au niveau du cancer de l'anus et de la pathologie anale de nos malades. D'accord. J'aimerais poser cette autre question, elle va sembler peut-être tabou. Est-ce que vous avez déjà été approché une fois par un ou des homosexuels qui ont eu des tournures malencontreuses avec cette partie du corps? Bien entendu, cette pathologie, la pathologie anale, on sait que c'est une pathologie qui est un peu plus fréquente chez les homosexuels masculins. Les homosexuels masculins ont plus de problèmes de cancer de l'anus, de fistules, de fissures, des abcès et tout ça. Et puis également, c'est beaucoup plus fréquent chez les immunodéprimés, c'est-à-dire les sujets vivant avec le VIH. Donc ces deux choses-là font que c'est plus fréquent chez eux. Alors si c'est un malade vivant avec le VIH qui est en plus homosexuel, ben, il y a une accumulation de ces pathologies-là, mais ce n'est pas un problème pour nous, on soigne tous ces malades. Alors bien sûr, le traitement chez un VIH suppose qu'il a un traitement antirétroviral qui remonte son immunité pour qu'on ait des efficacités plus importantes de nos traitements. Parce que s'il y a un abcès de l'anus et que l'immunité est très déprimée, ben vous aurez beau l'opérer, ça va récidiver, etc., etc. Je pense qu'il faut profiter pour dire que chez les malades que nous opérons, toute la pathologie anale, il y a des bruits au quartier qui disent que quand on opère l'anus, il y a une faiblesse sexuelle. C'est totalement faux, bien entendu. Il n'y a aucun rapport, si j'ose dire, entre les deux. Et après la chirurgie anale, ben, ça fonctionne très bien et tout ça. Et le nombre de malades que nous avons opéré d'hémorroïdes est énorme. Et il n'y a aucun qui se soit plaint d'une faiblesse sexuelle après. Mais c'est une hantise chez les malades parce que quand ils sont opérés, ben, le fait de voir si le sexe réagit, parfois ça les empêche même d'avoir mal. Ils ont pas mal, ils sont tellement concentrés sur la réaction que c'est le jour où il y a une première réaction qu'ils reviennent à la vie et ils sont tellement contents. Et à ce moment-là, ils commencent à dire qu'ils ont quelques petites douleurs. Donc vous voyez, c'est une chose qui est
très diffusé dans les populations et ça n'a rien à voir. S'il doit y avoir une faiblesse sexuelle, ça va arriver, c'est pas parce qu'on vous a opéré. D'accord. Professeur, dans nos propos prélégomènaux, nous disions que l'idée de ce livre était de consigner toutes les valeurs et toutes les prouesses de la médecine et surtout en ce qui concerne les patho-gastro-entérologie. Tout est consigné ici à l'intérieur et vous avez d'ailleurs eu jusqu'à 35 ans que vous avez traité. Aujourd'hui, ils vivent sereinement et paisiblement sans pour autant avoir les séquelles ou encore quelques petits ganglions de ces différentes maladies qu'ils ont eu à traiter chez vous. C'est la raison pour laquelle j'aimerais ici, Christian Reton, vous demander, est-ce que vous n'avez pas un message à passer à toutes ces différentes personnes qui souffrent des différentes maladies et plus précisément de celles dont vous êtes spécialiste et qui n'ont pas de sensibilisation, qui n'ont pas de connaissances là-dessus? Est-ce que vous avez un message à leur passer actuellement? Ben, le message est simple. Je pense qu'il faut que les gens ne négligent pas leurs symptômes. Il faut écouter son organisme et ne pas trop tirer sur la corde et ne pas hésiter à aller à l'hôpital quand vous avez la moindre symptomatologie. La médecine est divisée en plusieurs spécialités, donc selon le domaine où vous sentez vos problèmes, il faut choisir le spécialiste. Et en général, avec un peu de chance, vous allez tomber sur le bon spécialiste qui va faire le diagnostic et vous aider à guérir. Et il est important d'aller dès le début parce que quand c'est très avancé, dans tous les domaines, la pathologie est difficile à traiter et tout cela. Alors j'ai donné aussi beaucoup dans ce livre de conseils sur les moyens de prévenir la survenue de cancer. Et je crois qu'il faut faire cela parce que c'est le plus gros des conseils que nous pouvons donner, la prévention. Et puis si la prévention n'a pas marché, le dépistage pour trouver les lésions précancéreuses. J'ai par exemple dit là-dedans que le sport, le sommeil, l'obésité, tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à tout cela pour ne pas avoir de cancer et tout cela. Il est également dit que le stress donne le cancer. Le stress peut aboutir au cancer parce que ça va baisser un peu l'immunité et créer des réactions tissulaires qui vont pouvoir prédisposer au cancer. Donc, mais malheureusement, en ce moment, presque tout le monde est stressé. Donc, je pense qu'il faut conseiller aux gens de dormir un peu plus, de prendre des vacances et tout ça pour éviter le stress parce que ça donne. Alors j'ai énuméré pas mal de choses, l'alimentation c'est important. Je vous signale que l'alimentation déséquilibrée va nous conduire à ce qu'on appelle un genre d'hépatite, qu'on appelle les hépatites métaboliques. Donc nous allons éliminer l'hépatite C par le traitement, il nous restera l'hépatite B, je vous ai dit que des médicaments vont sûrement arriver, et bien à côté il va nous rester les hépatites lié à la suralimentation qu'on appelle le foie gras. Le foie gras. Et ce foie gras peut aboutir à la cirrhose également, ce qu'on appelle les NASH, ou les maladies métaboliques graisseuses du foie. Ça va être un pan de l'hépatologie dans les prochaines années. Et puis j'ai parlé aussi de beaucoup de choses, les médecines parallèles comme le yoga et tout cela est indiqué. Et mentionné à l'intérieur. Oui, nous parlons bien évidemment des victoires sur le cancer. En parcourant le livre, professeur, on constate qu'il est écrit avec une certaine clarté, d'une certaine limpidité. C'est facile à lire et facile à assimiler. Alors, ça c'est pour les personnes qui savent lire et écrire. Cependant, docteur, comment faire pour ceux-là qui ne savent ni l'un ni l'autre? Alors, je compte sur ceux qui savent lire et écrire pour transmettre le message à ceux qui ne savent pas lire. Et pour ceux qui savent lire, j'ai mis dans ce livre un lexique, parce que même si c'est clair, il y a des termes médicaux qui sont un peu compliqués. Qui peuvent échapper. Et donc nous avons mis un lexique qui explique les principaux termes un peu compliqués pour que le malade ait une parfaite compréhension de cet ouvrage. Le glossaire. Ce sera, oui, voilà. Alors, pour ceux qui ne savent pas lire, c'est une bonne partie de nos populations. C'est vrai qu'il y a eu des gros efforts d'alphabétisation dans nos pays, mais il reste quand même des gens qui ne savent pas lire et écrire. Donc, je compte sur ceux qui savent lire et écrire pour transmettre le message. Et bien entendu, nos amis non-voyants, etc., c'est le même problème. Il faut que ceux qui peuvent leur transmettre également le message qui est contenu dans ce livre, c'est-à-dire sentir son organisme et consulter tôt, que ce soit en matière de maladies générales, l'hypertension, le diabète et tout ça, ou en matière de cancer, comme il est dit dans ce livre.
Et le livre, on peut le retrouver où, docteur, pour pouvoir s'imprégner et de savoir que voici désormais ce que je dois faire pour pouvoir éviter le cancer, l'hépatite, ce que je dois faire pour éviter d'avoir les maladies hémorroïdaires et bien d'autres. Alors, le plus facile, c'est de le trouver à mon centre médical, mais il y a aussi le centre, donc mon centre médical, c'est le centre médical des Capucines qui se trouve avenue des Palmiers à Bonapriso. Mais il y a également à Douala, il y a un magasin qu'on appelle Naturalia qui se trouve en face de Zépol, qui dispose aussi de livres. Et à Yaoundé, il y a le centre médical de la cathédrale de Dr Michel Tagny qui a aussi ce livre. Je crois qu'il y a l'hôpital général de Yaoundé, le service de gastro-entérologie, il y en a quelques-uns. Et puis il y a un magasin en ville qu'on appelle Rayon Vert, au marché central, qui dispose aussi de ce livre. Alors on va peut-être étendre. Il y aura peut-être l'hôtel Serena ici à Douala, et puis ensuite on va voir comment le diffuser même sur Internet, etc. Mais dans l'immédiat, c'est ça les possibilités d'avoir cet ouvrage. C'est déjà pas mal, il y a beaucoup de centres où vous pouvez avoir cet ouvrage. D'accord, vous avez vous-même entendu, vous avez compris ce qu'a dit le professeur Christian Zeton relativement à ce livre, relativement à ces différents endroits où vous pouvez trouver ce livre parce qu'il est un concentré de savoir pour pouvoir sauver le Cameroun, sauver l'Afrique, sauver le monde entier en ce qui concerne ces différentes maladies dont nous avons eu à traiter tout au long de cette édition de 7 minutes pour convaincre sur Afrique Informe Télévision. Victoire sur le cancer est un livre du professeur Christian Zeton, préfacé par le professeur Élie Claude Jitoya Ndam et postfacé par le professeur Albert Mollet-Saunier et publié aux éditions Afrédite. Merci mesdames, messieurs d'avoir été des nôtres pour cette autre livraison de votre émission hebdomadaire. Prenons rendez-vous pour une prochaine fois avec un visage majeur de l'actualité politique, publique et sociale. À bientôt.